toutes et à tous, bienvenue à la Maison du développement durable. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui le premier événement de l'automne qui est nul autre que la communication responsable, un accélérateur de la transition socio-écologique. Alors on voit par l'Assemblée et l'engouement en ligne aussi que c'est un événement populaire avec un sujet d'intérêt. Donc, sans plus tarder, je vous présente vos animateurs et animatrices de la journée. Il y a Geneviève Rajotte-Soriol, membre et conseillère en communication responsable chez Bleu Forêt. Donc, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et il y a Maxime Barry, co-directeur général chez Quintus. Bonjour, Maude. Alors, bon événement. Mais là, j'avoue que Maxime, je suis un peu étonnée de te voir sur scène. Je pensais qu'on avait dit que c'était moi qui animais. Ben, moi, je pensais que tu présentais ces trois, mais je t'avais pas. On anime les deux, là, c'est ce que je comprends. On peut faire ça. OK. Pas de problème, pas de problème. On va se redresser. Comment ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. J'ai covoituré avec un compétiteur ce matin. Ah, toujours une bonne chose à faire dans un monde de coopétition. Ben, écoute, je présente le collectif C3, qui est un collectif de communication citoyenne. Il y a plein de monde dans la salle. En fait, on est justement des compétiteurs autour de la table. Non, on blague, Maxime et moi, mais on est des experts pratiquants, praticiens, praticiennes en communication responsable, puis on essaie de réfléchir, de faire avancer la pratique. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a une formation Initiation à la communication responsable faite par C3 qui est disponible sur le grenier ou formation qui aura lieu le 10 novembre. Donc, vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse. Et un super beau panel aujourd'hui, là, vraiment, c'est le fun parce qu'on a des gens diversifiés qui proviennent de différents domaines. Donc, je vous invite à prendre en note les questions que vous pourrez avoir pour les mentionner à la fin. Mais sans plus tarder, ça serait très intéressant de présenter les gens qui sont autour de la table aujourd'hui. Oui, absolument. Bien, je te laisse présenter les femmes, puis je présenterai les hommes ensuite. Ah, ça me parle. On a ici Andréane Brazo, qui est analyste politique, engagée mobilité durable chez Équiterre. Engagée dans la transition écologique depuis le début de son parcours professionnel, Andréane est analyste politique et porte-parole chez Équiterre. Par le passé, elle a été chargée de communication pour Environnement Jeunesse, responsable des communications de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent et adjointe, c'est une longue phrase ça, extrémisme violent et adjointe à la coordination du collectif de la société civile québécoise à la COP 26. Elle a participé aux négociations climatiques aux COP 24, 25 et 26, donc une habituée. Elle s'implique bénévolement au sein des jeunes diplomates du Canada à titre de coordonnatrice des communications. Enchantée. Bonjour. Et à titre, on avait comme spécifié, Andréane va être un peu le rôle de l'organisation environnementale. Elle représente les organisations environnementales. Fauve, l'entrepreneur engagé. Fauve Doucet, qui est directrice générale chez Partage Club. Fauve a fait sa carrière dans les agences de communication. Elle a reçu près de 20 prix en créativité média, en plus d'avoir fait partie des 30 en bas de 30 de Marketing Magazine en 2015. Elle a travaillé à la Factory, l'École des sciences de la créativité, plus récemment à la tête du média national chez Cossette Média. Le projet du Partage Club est né de son fort malaise face aux valeurs de consommation liées au moment de vie de ses enfants et son envie d'avoir un impact. Merci, je suis contente d'être ici. Alors, on est content de t'avoir avec. À ma droite, dans le rôle de l'agence de com, on a Vincent Fortin, qui est président associé à l'agence République. Vincent a toujours su qu'il deviendrait entrepreneur. C'est sa vision d'un monde des affaires plus responsable qui l'a poussé à le faire avec République. Au fil des ans, il a cimenté une équipe qui défend l'idée que le marketing d'aujourd'hui doit servir à encourager les gens à mieux consommer et non à consommer plus. Son leadership pragmatique et très humain l'a incité à bâtir une culture d'entreprise unique qui permet à République d'attirer les meilleurs talents. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. Et maintenant, dans le rôle du prof de marketing, on a Jonathan Deschênes, qui est professeur agrégé en marketing chez HEC Montréal. Donc, il est aussi cofondateur du pôle d'innovation sociale EDEOS, aussi à HEC, membre du groupe de recherche Crise sur l'innovation sociale et plein d'autres chapeaux, on en parlait tantôt. Ses recherches portent sur différents sujets, donc j'en aime quelques-uns, la pleine conscience, les marques responsables, les comportements prosociaux des consommateurs et les OBNL, mais toujours du point de vue de la théorie de la culture de consommation. Donc, une belle diversité avec nous. Bonjour et merci d'être ici. Bonjour tout le monde. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas si vous avez remarqué, tu sais, Jen, j'ai pas la télé chez nous, mais quand je suis allé chez ma mère récemment, j'ai vu les annonces. Puis, mon Dieu, on dirait que tout est rendu responsable, net zéro, sobre en carbone.
c'est comme si on avait déjà réussi, mais pourtant, c'est pas nécessairement le cas. Oui, puis tu sais, il faut faire attention avec les étiquettes. On sait que écologique, vert, responsable, c'est pas régi par des normes. Moi, c'est rendu que je suis quasiment gênée de dire que je fais de la communication responsable juste pour suivre un trend. Donc, justement, on aimerait ça vous questionner à voir, c'est quoi, vous, votre vision de la communication ou du marketing responsable? Je vais commencer tout de suite. C'est certain que du côté des organismes environnementaux, la communication responsable, le marketing responsable et durable, ça va être toutes les communications qui vont dans le sens des objectifs qu'on se fixe comme société. Donc, par exemple, on sait qu'en 2035, on souhaite interdire la vente des véhicules à essence. Donc, dans ce contexte-là, tout ce qui irait contre cet objectif-là ou qui ralentirait l'atteinte de cette cible-là ne devrait plus avoir lieu. Donc, par exemple, on constate quand même qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de publicité de véhicules à essence dans nos médias. Donc, sinon, c'est certain que on doit aussi tendre vers tout ce qui touche à réduire l'acceptabilité sociale des biens qui nuisent justement à l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, je pense par exemple à tout ce qui a été réalisé dans le passé par rapport au tabac. Donc, en quelques décennies à peine, là, en revoyant un petit peu la réglementation, en revoyant tout plein de choses, en revoyant comment on fait la publicité, on a réussi à dire aux gens, c'est pas bien de fumer. Et maintenant, c'est plus accepté ou c'est vu de manière très négative. Donc, tout ça pour dire que pour les organismes environnementaux, c'est certain qu'il faut inciter les médias, il faut inciter les agences de marketing et toutes les organisations là, à ne pas accepter de faire la promotion de tout ce qui ralentit la transition écologique si on veut se donner une chance de réussir. Jonathan, t'aimerais-tu renchérir? Je peux. Excuse-moi. La communiquer, en fait, il y a beaucoup de choses, selon moi, à dire par rapport à ça, mais déjà, à la base, je pense qu'il faut faire la distinction entre la communication responsable et la communication de la responsabilité. Donc, on peut vouloir communiquer ce qui est responsable, c'est-à-dire utiliser les outils, la puissance de la communication dans le but de développer une narrative, une histoire qu'on va présenter dans le public pour dire, voici ce que je fais de bien. Ça, je pense que c'est une chose qui est déjà au départ qui est intéressante. Mais peut-être ici, moi je prendrais l'autre perspective qui est celle de communiquer de manière responsable. Donc communiquer de manière responsable, évidemment ça inclut à la base le message, qui doit être un message qui amène une certaine forme d'aspect positif ou de transformation, mais qui est aussi le processus ou la manière de communiquer ce message-là qui devrait respecter un certain nombre de codes. C'est un processus qui est assez particulier pour bien communiquer l'information. Donc, dans la manière déjà de choisir le message qu'on veut présenter, dans les codes, les symboles, les métaphores, les images qu'on va utiliser pour éventuellement encoder ce message, dans le choix du médium, ça a scellé un petit peu, je m'excuse, des fois j'ai des petits trucs comme ça qui sortent, ça a scellé un peu. Donc, dans le médium qu'on va choisir pour aller trouver la cible qu'on aura choisi aussi d'identifier. Donc, il y a tout un ensemble d'aspects importants qui vont nous amener à communiquer de façon responsable. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Je vais essayer de complémenter ces belles réponses. Pour moi, la communication responsable, en fait, ça part, comme vous dites un peu aussi, Andréane, ça part d'objectifs responsables. En fait, la communication, pour moi, c'est un outil pour être responsable. Ça rejoint un peu aussi ce que tu disais au niveau du fond et de la forme, là, de la manière. Moi, je l'ai interprété un peu comme ça. Puis, tu sais, je pense que si on n'a pas des entreprises, des organisations qui ne se donnent pas des objectifs beaucoup plus haut niveau que la communication, au niveau de la responsabilité, c'est là que quand la communication va arriver d'un point de vue tactique et pas connectée aux objectifs de plus haut niveau, c'est là qu'on va tomber dans du greenwashing, par exemple, parce que dès qu'on va aller gratter un peu, on va se rendre compte que c'est pas connecté. Donc, je pense que ça, c'est important en tant qu'entreprise, de se mettre aussi des objectifs quantifiables, mesurables, au niveau, pas juste des objectifs économiques, mais des objectifs aussi à l'impact social, environnemental. Puis quand on prend des prises de décision, c'est d'être capable de justement mesurer pour avoir un équilibre à travers tout ça. Fait que pour moi, ça va de beaucoup plus haut. Puis pour avoir fait ma carrière en communication marketing,
On a un puissant outil entre les mains. Donc, je pense que d'avoir des gens qui ont une forte éthique, ça va être vraiment primordial dans les années à venir. Parce que si on prend notoriété, considération, passer à l'action, c'est toutes des choses que nous savons faire. Donc, si on est capable d'utiliser ça à bon escient pour pouvoir justement amener des gens dans l'action, pourquoi pas? Bien dit, Fauve. Je vais avoir de la misère à le complémenter. Pour moi, la communication responsable, ça a toujours été une question d'éthique. On s'assure chez nous toujours que la grosseur du porte-voix est relativement la même que la grosseur de l'impact. Une entreprise qui n'a pas beaucoup d'impact ne devrait pas crier très très fort qu'elle a de l'impact. Donc, pour en revenir aux annonces vertes, s'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'impact, puis qu'on commercialise un véhicule électrique qui représente 1% de nos ventes, on ne devrait pas mettre 30% de notre poids média annuel sur cette commercialisation-là, parce que le porte-voix est trop gros par rapport à l'impact. Sinon, bien, la mesure et les objectifs, pour moi, c'est la base d'une communication responsable. On ne communique pas de façon responsable une marque si cette marque-là n'a pas d'objectif et n'a pas de mesure. Puis quand on parle d'objectifs, on parle d'objectifs qui sont plus ambitieux que les objectifs des autres concurrents dans le marché, parce que si on dit qu'on veut être net zéro, qu'on veut que toute notre flotte de véhicules devienne électrique d'ici 2040, on est en arrière de la parade. On ne communique pas cet engagement-là, c'est un mauvais engagement. En bout de ligne, il y a des risques de le faire aussi pour la réputation de la marque. Donc, c'est pas non plus un bon conseil d'affaires de commercialiser si, ultimement, on fait du greenwashing. Ça peut revenir dans nous. Donc, il faut faire attention. Je trouve ça super intéressant de montrer comment, dans le fond, on voit que les agences ont des rôles de premier plan en termes de diffuseurs de messages de communication responsable. Ça dépend desquels. Et évidemment, des agences engagées, bien sûr. C'est fun d'en parler un petit peu plus du rôle des agences. Oui, puis vous êtes très d'accord, fait qu'on va essayer de semer un petit peu la zizanie. Puis c'est peut-être, je m'adresse à toi Vincent, là, je lance le feu ici. En fait, il y a différentes visions au niveau des agences qui disent qu'ils font de la communication responsable. Puis je pense que vous êtes un peu audacieux. Par exemple, nous, chez Bleu Forêt, on est vraiment, on prend la facilité. On n'a pas de clients qui sont des entreprises privées. Fait qu'on a comme clients les OBNL, les municipalités, des gens qui ont déjà une mission qui est très, très engagée. Donc, c'est facile pour nous de dire, on sait qu'on est du côté clair de la force. Là. Okay. Fait que là, je veux savoir, c'est quoi les autres postures? Est-ce que vous vous dites des fois, OK, cette entreprise-là, cette marque-là n'est pas parfaite, mais on va essayer un peu de la faire progresser, d'aller de l'intérieur changer les pratiques? Puis c'est quoi le rôle des agences de communication? Donc, d'avoir cet éventail-là, de dire, il y en a qui vont travailler avec les marques pour les faire progresser, il y en a qui vont seulement dire, moi, je communique sur des messages qui sont 100% dans le sens de la transition socio-écologique, etc. Donc, je ne sais pas si ma question est claire, mais je suis curieuse de ton Tout à fait. C'est certain à la base que travailler avec des marques qui sont déjà parfaites, ça n'aide pas vraiment la transition. Donc, chez nous, on essaie de travailler évidemment avec des marques qui ne sont pas parfaites pour les amener à avoir un maximum d'impact. Ceci dit, il y a une invention qui me manque pour être capable de le faire parfaitement. J'appellerais ça le baromètre de l'intention. Si on travaille avec une équipe de direction ou des entrepreneurs qui ont des intentions qui sont légitimes, qui, des fois, peuvent le faire par opportunisme, mais si la réelle intention est de changer et de transitionner, bien là, on travaille avec des vraies compagnies engagées qui veulent transitionner vers un meilleur futur. Donc, pour moi, c'est cet élément-là qui me manque pour être capable de réaliser mon rôle parfaitement. Aujourd'hui, on le fait beaucoup à l'instinct, on pose beaucoup de questions, on challenge avant de commencer à travailler avec un client. Mais décidément, de notre côté, on ne vise pas à travailler avec des clients parfaits. Aujourd'hui, si je travaille avec, prenons l'exemple des jus loup, honnêtement, je ne les amènerai pas à être beaucoup plus responsables, alors que si je travaille avec un client dans l'industrie des mines ou de la cimenterie ou de la construction, par exemple,
Mais ça, c'est des clients qui peuvent vraiment transitionner, prendre un rôle de leadership dans leur marché respectif et amener d'autres entreprises, eux aussi, à transitionner. Donc, moi, je vois toujours la communication comme un retour sur investissement intéressant à vouloir bien faire les choses. Mais il manque toujours ce baromètre-là de l'intention. Si vous voulez travailler sur une invention, ça me ferait plaisir de l'acheter. Est-ce que je peux... en fait, je ne serais pas en désaccord. Je vois l'objectif, c'était qu'on soit en désaccord, mais je ne serais pas en désaccord, malheureusement. Mais dans la perspective de l'enseignement dans les écoles de gestion, je trouve justement qu'on ne travaille pas assez sur cette perspective, cet aspect qui est l'intentionnalité. On donne un paquet d'outils, on donne un paquet de modèles que les étudiants peuvent après ça appliquer dans les entreprises, puis ce sont des bonnes pratiques, des bonnes manières de faire les choses qui sont souvent très puissantes, mais on travaille peu la dimension personnelle. Pourquoi est-ce que je suis là déjà en affaires? Pourquoi quelles sont mes motivations profondes? Puis j'étais en classe la semaine dernière, puis je disais à mes étudiants en guise d'introduction, si votre plus grande motivation d'être ici, c'est d'avoir une grosse voiture, une grosse maison, de faire des voyages en classe affaires, vous êtes très mal parti. Si c'est ça qui va guider vos actions comme futur gestionnaire, bien, ça ne vaut pas la peine de parler de responsabilité parce que vous en avez même vous-même par rapport à votre société, par rapport à votre environnement, vous en avez déjà pas beaucoup. Donc, il y a beaucoup de transformations à faire. Puis, moi, c'est une des choses sur lesquelles je travaille que je trouve qui n'est pas assez présente. Donc, avec mes étudiants, j'essaie de les amener à se questionner sur eux-mêmes beaucoup pour, je l'espère, éventuellement en arriver à ce qu'ils puissent, lorsqu'ils vont être en position de leader, lorsqu'ils vont avoir des décisions importantes à prendre, puis où ils pourront avoir un impact important, parce que parfois, comme individu, on a un impact, mais souvent, on a un impact qui est moins grand que ce qu'un gestionnaire d'entreprise peut avoir de par toutes ses ramifications, de par les capacités de production, de distribution, etc., qui peuvent, là, je déborde un peu de la communication, là, mais je pense que cet aspect est fondamental, puis il va falloir qu'ils prennent de plus en plus de place dans des écoles comme les écoles de gestion ou encore dans les programmes qui enseignent la communication. Moi, j'ai le goût de réagir à ces deux hommes. Je suis entre vous deux et j'ai des avis là-dessus. Premièrement, j'ai entendu une conférence sur l'ESG qui a été organisée par la Chambre de commerce, puis il y avait Olivier Laquin qui disait si on veut changer les valeurs de nos entreprises, puis c'est un peu là que tu en venais, les motivations, il faut commencer par les valeurs de la société et des gens. Parce que c'est eux autres qui gèrent les entreprises de demain. Donc, je pense que c'est une belle avenue de commencer justement par les gens, par l'école, en fait, par nos universités et les autres institutions qui forment la relève de demain. Donc, pour enrichir sur ton sujet. Et par rapport à ce que tu disais, sur justement que vous autres chez République, vous ne faites pas affaire juste avec des entreprises responsables, mais aussi, pas que vos clients ne sont pas responsables, mais qui ne sont pas des entreprises parfaites. J'aimerais citer Eric Collin, qui est un socialiste, puis analyste de nos sociétés. Et il amène en fait 3 stratégies en fait, pour amener la transition écologique. Je trouve que des fois, d'avoir un concept, ça nous aide à donner des pistes de solutions. La première, c'est la stratégie de rupture. Donc, de dire, nous, on ne fait pas affaire justement avec des compagnies, puis s'il n'y a plus d'agences qui font affaire avec des compagnies non responsables, ils n'ont juste plus d'agences. Fait que ça serait comme un peu révolutionnaire. Fait que des fois, ça fonctionne. Par contre, ça fait en sorte que des fois, les gens peuvent être un peu, moi, j'embarque pas, puis on laisse dans... Fait que c'est pas tout le monde qui embarque, c'est un peu discriminatoire. Le deuxième, c'est les stratégies interstitielles. Fait que c'est de la prendre à petites bouchées. Puis des fois, quand on est face à un si gros problème, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'inertie. Fait que c'est de dire, on fait un case study avec un de nos clients, on va essayer de mettre des pratiques, on regarde le baromètre de l'attention, on se dit lui qui est prêt, puis on va créer quelque chose, on va le démontrer aux gens, on va éduquer, puis on va dire que c'est possible, voici comment on s'est pris. Fait que des fois, par contre, ça avance pas assez vite, cette stratégie-là, fait qu'il y a toujours du pour et des contre. Et la troisième stratégie, c'est la stratégie symbiotique. Fait que c'est de dire, on regarde tous les acteurs, que ce soit les médias, que ce soit nous, les experts en communication marketing, les agences, le gouvernement, les clients, puis on se dit, tout le monde, puis les citoyens, tout le monde a quelque chose à faire, puis on l'a joué aussi, ceux qui sont peut-être les moins responsables, on les inclut. Par contre, encore une fois, cette stratégie-là peut être un peu plus longue. Fait que c'est juste je n'ai pas la réponse par où il faut la prendre, mais des fois, ça peut nous aider aussi dans notre réflexion. C'est vraiment éclairant. Puis peut-être que Andréane, tu peux parler un peu du rôle du gouvernement. Puis
que chez Équiterre, vous prônez, là, que le gouvernement mette en place? Bien, certainement. Puis peut-être juste avant ça, je vais aussi parler de deux exemples concrets par rapport à ce que Fauve et Jonathan disaient. Donc, d'une part, il y a The Guardian au Royaume-Uni qui a choisi de mettre fin à toutes les publicités des produits qui ne valorisent pas et dont ils ne veulent pas faire la promotion. Mais pour ça, ça demande aux citoyens de financer le journal, donc de collecter des dons. Donc ça met un peu en lumière tous les enjeux de financement des médias qu'on a. Puis en fait, c'est aussi le cas ici. Donc comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser des compagnies dont on ne veut pas faire la promotion? Puis dans un deuxième temps, par rapport à ce que Jonathan disait sur l'éducation, il y a tout ce qui touche aussi les entreprises qu'elles peuvent faire pour la formation de leurs équipes. Il y a Radio France, précisément, là, qui est la grande chaîne nationale en France, qui vient de lancer une énorme offensive là, où ils vont former toutes leurs équipes de production, leurs journalistes, tout le monde, pour s'assurer qu'ils aient vraiment la rigueur scientifique quand ils parlent de la crise climatique, par exemple, et de donner plus de temps d'antenne à la crise climatique, tout ça. Donc, il y a vraiment toutes sortes de façons que les entreprises peuvent faire. Mais une fois ça dit, maintenant, il y a aussi tout le volet. En fait, moi, je vais faire le plaidoyer en faveur de la réglementation parce que on a vu dans le passé que ça fonctionne. Puis là, je vais donner deux exemples concrets. En fait, on sait que la publicité, elle a un pouvoir très, très fort d'influence. Hein, sinon, il n'y aurait pas autant d'investissement dedans. Donc, je pense que dans le passé, on a vu que la vitesse au volant, elle a été réglementée suite à beaucoup de décès. En fait, là, quand on avait un enjeu de santé publique et de sécurité publique, on s'est dit, on va arrêter de la représenter. Puis un autre exemple, toujours dans le même sens, on sait que la publicité a un pouvoir qui est très, très grand. Donc, on va interdire la publicité aux enfants. Donc, c'est deux cas, en fait, qui montrent que, en fait, pour moi, l'interdiction de montrer certaines choses, de représenter certaines images, ça a un poids en soi que le gouvernement peut. Avec ça, le gouvernement vient nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Puis je pense que c'est pas à négliger quand on revoit les pratiques des entreprises et des agences. Merci, super intéressant. Beau complément. Là, on a parlé d'intention, de chaîne de valeur aussi. Mais la communication responsable aussi s'applique dans un cadre de communication. Avez-vous quelques exemples appliqués que vous avez vus dans vos domaines respectifs de communication responsable? Je peux commencer. On se donne chacun le premier droit de parole. Moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup au niveau social, en fait, de responsabilité au niveau des agences dans mon parcours professionnel. Le premier, ça a été chez Cossette, où est-ce que j'ai vu naître un département, en fait, de la communication inclusive. Je ne sais pas si Chris nous écoute, Chris Bergeron, mais c'est un des grands qui nous amène à évoluer dans ce domaine-là. Puis c'est là qu'on a vu naître aussi, pas naître, mais on a vu en pratique l'écriture épicène, non-genrée, puis on a accompagné, j'ai vu sous mes yeux justement l'évolution d'une marque comme la BDC, qui est allée dans cette direction-là. Puis on voyait aussi nos clients qui nous le demandaient de plus en plus à l'époque que j'étais chez Cossette. Et sinon, moi qui ai un parcours aussi très média au niveau de la communication marketing, deux autres aspects qui étaient vraiment sous nos lèvres depuis, je dirais, 5 à 10 ans, c'est l'achat en fait des médias locaux pour faire en sorte justement que dans nos achats publicitaires, on achète des médias comme la presse, Radio-Canada, TVA et autres pour justement essayer d'aller lutter contre des monopoles comme le GAFAM pour aussi assurer une liberté d'expression puis la survie de nos médias au niveau justement de la communication puis des médias qu'on consomme. Donc ça, c'est vraiment des engagements, j'en ai vu beaucoup qui ont été mis en place. Il y a même aussi eu des indicateurs, l'indice média québécois, et je sais qu'il faisait beaucoup de travail au niveau Canada pour mettre ça en place. L'autre chose, c'est qu'on a vu tout le respect de la donnée du consommateur ou des humains qu'on essaie de rejoindre au niveau de la publicité. Les gens sont de plus en plus conscients qu'on a de la donnée sur eux. Puis quand on engage en fait une communication avec un potentiel client au niveau de la publicité, ça passe par le respect. De dire, nous, on va vous donner de l'information pertinente, donner notre courriel, par la suite, je vais vous recontacter. Il y a justement beaucoup de réglementation qui se fait à ce niveau-là,
Mais je pense qu'encore une fois, les gens en communication marketing, les gens qui travaillent en agence, les clients doivent avoir cette éthique-là. Par exemple, on avait un client qui faisait la publicité pour la médication pour la communauté gay, pour contrer au niveau du sida. Puis il y avait quelqu'un, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de réglementation, mais on avait des données sur Tinder pour savoir que des gens étaient gays. Mais se faire cibler sur Tinder parce qu'on est gay par une médication pour lutter contre le sida, ça peut être un peu pas nécessairement respectueux. Qu'est-ce que tu as dit? Intrusif? Intrusif, oui. Donc, la personne, la planificatrice à l'époque, avait eu la sensibilité de dire on va prendre la donnée de Tinder, mais on va rejoindre les gens sur la presse. Donc, les gens ne vont pas se sentir nécessairement complètement visés pour avoir cette sensibilité-là. Puis, tu sais, ça, c'est juste un exemple pour dire qu'il faut avoir cette sensibilité-là quand on rejoint quelqu'un. Quand on lui parle, on l'a avec notre famille, nos amis. Fait que c'est pas parce qu'il y a un écran qu'il ne faut pas faire plus attention. Donc, c'est vraiment les 3 exemples que j'ai. Ça revient beaucoup à une question d'éthique, tu sais, ce qu'on dit, puis je pense que dans notre cas, c'est toute cette notion-là de cohérence, tu sais, puis je pense que c'est pas, on n'en a pas parlé beaucoup depuis le début, mais c'est d'être cohérent. Tu sais, une entreprise ne peut pas parler de ses engagements environnementaux si de l'autre côté, tu sais, c'est une minière puis il y a du tailing. Tu sais, ça marche pas du tailing, c'est les résidus de la prospection minière. Ça se fait pas. Puis aujourd'hui, je pense que la plupart des marques ont une prise de conscience et ont un éveil là-dessus, mais ne sont pas encore tous et toutes rendus. Les gestionnaires ne sont pas encore tous et toutes rendus à prendre des décisions pour être capables de changer le cours des choses. Là où nous, on a vu une grande application, c'est au niveau des marques, au niveau de la raison d'être des marques. Avant, les marques communiquaient à leurs consommateurs d'une façon X, puis communiquaient au recrutement d'une façon Y. Aujourd'hui, ça ne se fait plus parce que le poids de la communication en recrutement a pris trop d'importance. Donc, on parle d'une seule et même marque. Qu'est-ce qui motive des employés ou des talents à aller travailler à quelque part? Mais c'est cette notion-là de sentiment de fierté. Ils veulent travailler pour des marques qui sont responsables, qui sont en adéquation avec leurs valeurs. Donc, on a de plus en plus d'entreprises qui sont dans une position où s'ils veulent avoir une seule et même marque cohérente, s'ils veulent attirer du talent, ce qui n'était pas un enjeu il y a 4-5 ans, bien, ils se doivent de bâtir une raison d'être qui est en lien avec leur impact social et leur impact environnemental, et non pas juste comment je peux dire ça, une raison d'être qui est aspirationnelle. Donc, je mange des chips, ça me fait une belle mélodie à mes oreilles, donc c'est très bien. Donc là, on parle d'une raison d'être qui n'a aucun impact. Puis, bien, bâtir des marques sur un impact social, un impact environnemental, ça fait des marques qui sont très pérennes dans le temps aussi, parce qu'on parle de l'urgence climatique. On ne devrait pas, il y a des bonnes chances que l'urgence climatique ne soit pas réglée dans les 2-3 prochaines années, alors que les marques avaient l'habitude de revoir leur slogan de façon récurrente, tout le temps. Bien là, quand on crée des marques basées sur des valeurs profondes, bien, cette marque-là est beaucoup plus pérenne dans le temps, donc on refait le travail beaucoup moins souvent aussi. Mais encore faut-il qu'il y ait des actions. S'il n'y a pas d'action, puis qu'on parle juste d'intention ou d'ambition, c'est pas assez. J'aime beaucoup le point de la cohérence. Moi, c'est une des choses que j'aime beaucoup regarder de manière critique quand on voit un message qui est lancé par une marque, à quel point il existe une cohérence. Puis la cohérence, parfois, elle est très complexe à créer parce que l'environnement des marques, bon, à petite échelle, lorsque c'est une petite entreprise, bien, il y a plus de facilité d'avoir une cohérence à l'interne, mais quand on commence à s'élever puis regarder des marques qui ont un grand portefeuille, des grandes entreprises qui gèrent, possèdent plusieurs marques, parfois la cohérence, elle est difficile. Puis j'ai toujours un exemple que moi j'aime beaucoup, là, qui est d'il y a quelques années, mais qui je trouve qui est très révélateur, c'est le fonds d'estime de soi Dove. Je ne sais pas si vous en avez un peu entendu parler. Hein? Elles avaient développé il y a plus que quelques années, là, plus de 10 ans, une superbe campagne pour amener
la femme à accepter davantage qui elle est, comme elle est, dans son corps, plutôt que de toujours essayer de s'associer à un corps de femme parfaite, etc. Il avait fait la contrepartie aussi chez l'enfant, chez la jeune fille, faites attention, etc. Parents, éduquez vos enfants, éduquez vos filles, pour qu'elles ne soient pas happées par l'industrie de la beauté. Il y avait quelque chose de très beau là-dedans qui semblait jusqu'à un certain point, on peut dire, je pense, sincère, mais en même temps, l'entreprise qui possède la marque Dove possède aussi la marque Axe. Et Axe dépeint la femme comme étant l'opposé de ce qui est présenté par Dove. Bon, certains diront, c'est des publicités qui sont des publicités un peu sarcastiques, un peu amusantes, mais la femme qui nous est présentée là, elle n'a pas beaucoup de neurones. Elle remplace ses neurones par d'autres aspects de son corps, par exemple. Donc, la question à se poser de la cohérence, pour moi, elle apparaît beaucoup. Si je suis une marque qui met quelque chose en valeur, puis ma marque parent possède une autre marque qui va complètement à l'opposé de ce que je présente, jusqu'à quel point est-ce que je peux voir une cohérence à l'intérieur? Jusqu'à quel point est-ce que le message est un message sincère? Probablement pas, parce que l'objectif, c'est de penser en termes de marketing stratégique, c'est-à-dire de segmenter le marché, cibler un segment particulier qu'on va associer à une proposition de valeur de notre marque, on va communiquer cette valeur-là, puis après ça, d'autres marques, elles, vont cibler d'autres segments de marché qui auront peut-être, à nos yeux de marketeurs, des valeurs différentes, qui fait en sorte qu'on dit, on n'a peut-être pas besoin de se préoccuper trop de ceci. Donc, évidemment, c'est un exemple peut-être un peu d'une autre époque, mais en même temps qui, je crois, est révélateur des problèmes de la pensée, de manque de pensée systémique qu'on peut avoir parfois lorsqu'on veut développer une approche qui est authentique, qui est intègre, dans le fond, pour développer un message qui est un message social, socio-environnemental positif. J'ai quelque chose à ajouter pour brasser un peu les deux gars. Je pense que j'ai peut-être quelque chose, parce qu'on est pas mal tous du même avis. Ça te dérange-tu que je jump in? Non. Moi, ma question, ce serait pour vous deux de dire, en termes de cohérence, quand que je suis une entreprise qui est vraiment pas dans la bonne direction, puis que j'essaie de faire un premier pas vers la bonne direction, c'est sûr qu'il va y avoir probablement des milliers de choses qui vont être incohérentes. Puis ça va être vraiment difficile pour moi d'y aller one shot, puis de comme tout que ça soit cohérent, là, parce que j'ai beaucoup de filiales, j'ai beaucoup d'équipes, je suis à l'international, il y a des cadres législatifs différents, il y a des cultures différentes. Fait que qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce que dès que je vais faire un pas, on va me critiquer. Donc, puis ça peut amener de l'inertie. Fait que je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Je pense que ça revient encore une fois à une notion de valeurs qui vont être, je l'espère, des valeurs individuelles en premier, puis éventuellement des valeurs corporatives. Il faut que ce soit ancré dans une démarche d'authenticité, d'intégrité, puis de transparence. Et les études le montrent, les marques qui font des erreurs, mais qui sont sincères dans leur démarche, puis qui reconnaissent leurs erreurs, sont pardonnées par les consommateurs. Puis les plus grandes erreurs qui ont été faites dans les communications en temps de crise, ça a été des entreprises qui ont retardé le plus possible, par exemple, la demande de pardon, qui n'ont pas accepté rapidement d'avoir fait l'erreur, qui ont essayé de la cacher le plus longtemps possible, puis qui, à la fin, lorsqu'ils étaient acculés au mur, ont fait leur coming out, entre guillemets. Donc, je pense que c'est des valeurs qui sont des valeurs corporatives essentielles, puis ça part d'individus. Si moi, comme individu, je suis sincère dans ma volonté d'amener un changement à l'aide de ma capacité organisationnelle, le reste devrait naturellement suivre. Ce serait la petite réponse à ça. De mon côté, je pense que ça revient encore à la notion d'action et de plan d'action, dans la mesure où l'incohérence, des fois, le meilleur conseil, c'est de ne pas communiquer aussi. C'est possible, si l'incohérence est trop grande, c'est peut-être mieux de ne pas communiquer, d'attendre pour communiquer, dans la mesure où il y a des engagements, puis un plan d'action qui est béton, puis qu'on est prêt à faire, à communiquer sur ce plan d'action-là, sur les avancements puis le progrès, puis qu'on est certain que notre plan d'action nous amènera à une transition et à des objectifs qui sont plus grands que les standards de l'industrie, j'ai pas de problème à communiquer sur ces ambitions-là. Encore une fois, la vulnérabilité est importante. Si l'entreprise n'est pas parfaite, il faut qu'elle soit capable de l'admettre. Quand on parle de cohérence, on parle de cohérence en général sur la responsabilité. Donc, il y a une cohérence à avoir, même si je suis une entreprise qui a des valeurs environnementales, je ne peux pas, de l'autre côté, au niveau
social, puis au niveau des gens, puis au niveau des humains qui sont dans mon organisation, être mauvais de ce côté-là. Donc, il y a une certaine cohérence, il y a un certain niveau à atteindre sur toutes les métriques pour être capable de faire de la vraie bonne communication responsable. Puis à ce niveau-là, encore une fois, je pense que le plan doit être détaillé, doit être clair, puis les ambitions aussi. Là-dessus, d'où vient ce bruit? Je pense qu'on a fait un bon tour. Parfait, parfait. Ben, c'est super d'être avec nous. Tu voulais, Jen? J'avais posé une question, mais... Non, vas-y, j'aime bien les questions de Jen. J'ai envie de changer de sujet puis d'aller sur le sujet de la relève. Il y a probablement des étudiants, disons, dans la salle, des gens qui sont nouveaux sur le marché du travail. Moi, j'ai étudié en communication. On ne parlait pas du tout d'environnement ni de communication responsable. Ensuite, je suis allée étudier en environnement, puis on ne parlait pas du tout de communication ou de marketing. Je suis plus jeune, là, ça a peut-être changé. Je suis curieuse de savoir si ça a changé. Puis je veux savoir, justement, est-ce que cette relève-là arrive mieux outillée à répondre aux défis de la crise climatique ou d'autres enjeux environnementaux et sociaux? Puis comment cette relève-là intègre les organisations, les agences et les transforme de l'intérieur? Est-ce que ça vous amène des nouvelles réflexions? Puis on est en plus en pénurie de main-d'œuvre. Je suis curieuse de savoir aussi comment vous attirez ces gens-là en leur peut-être vendant qu'ils vont trouver du sens et des valeurs dans leur travail. Mais c'est peut-être deux questions là. Comment la relève transforme vos organisations? Est-ce qu'elle arrive mieux outillée? Puis peut-être comment les organisations qui sont engagées peuvent se démarquer sur le marché du travail. Moi, je vous laisserai commencer pour voir c'est quoi est-ce qu'elle arrive mieux préparée, puis après ça, je vous parlerai de la perspective de prof. Ben, je peux parler de comment, chez Équiterre, un organisme qui souhaite amener le changement individuel mais collectif aussi au travail. Ça vous donnera un peu un état de la situation pour commenter, du point de vue de la formation du moins. En fait, justement, la plupart des personnes ne sont pas formées pour faire à la fois du marketing et du contenu, disons. Donc, on a vraiment une approche où on a les experts et experts de contenu, la rigueur scientifique, tout ça. Puis de l'autre côté, on a toute notre, en fait, on appelle ça notre agence interne de marketing. Donc, pour venir trouver les meilleures approches pour, en fait, rendre digeste ce que l'équipe de contenu va travailler. Donc, ça fonctionne pour nous. Après ça, est-ce que c'est une plus-value d'aller chercher des personnes qui ont les expertises dans les deux? Probablement. Mais voilà comment on fonctionne. Moi, je vous dirais qu'il y a des gens qui arrivent qui sont conscientisés, plus que formés, que j'ai vu dans mon domaine. Je ne vois pas qu'il y ait eu beaucoup de formation là-dessus parce que c'est beaucoup des gens qui ont été formés en communication marketing. Par contre, j'ai vu, je ne sais pas si on peut le partager après, mais c'est les finissants de AgroParisTech. Est-ce que vous l'avez vu, la vidéo en ligne? En tout cas, c'est des jeunes qui sont finissants en fait, du programme AgroParisTech en France. Puis c'est au témoignage, en fond, lorsque les finissants font la collation des grades. Et il y a une gang qui monte sa scène et ils décident de déserter. Ils décident de dire qu'ils ne vont pas faire carrière, en fait, en agroalimentaire parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus destructeur que constructeur. Genre, ils pleurent une shot. Puis à chaque fois que je l'écoute, ça vient. Moi, j'en parle, puis j'ai le touré mollo. Mais moi, je me dis qu'il faut faire quelque chose aussi pour notre industrie. Parce que ça peut être nous autres aussi en communication, marketing. Je suis full émotive, je ne sais pas si c'est horrible, je suis pas enceinte, je jure. Mais je ne voudrais pas qu'on soit responsable. Je suis vraiment émotive. Mais on doit faire quelque chose. Parce que je pense qu'on va avoir de la difficulté aussi au niveau du recrutement. Tu en parlais tantôt au niveau des jeunes qui arrivent, puis je pense que j'ai vraiment de la misère à parler. Je pensais pas que ça serait émotif comme ça de parler de l'environnement aujourd'hui. C'est l'humain en tant que toi, ce qui est essentiel à projeter aux gens qui nous écoutent aussi. Exact, mais je pense que c'est critique, puis je pense qu'ils vont nous aider aussi à bâtir le futur. Je me considère encore jeune, puis je pense que les jeunes qui arrivent nous poussent encore plus dans le dos, donc je vais m'arrêter là parce que je suis trop pleine d'émotions. Ben moi, je pense que les jeunes aujourd'hui, 100% arrivent avec des valeurs et des convictions qui amènent
le produit créatif à un autre niveau, puis c'est leur conviction transforme nos services aujourd'hui, parce que c'est cette notion-là de greenwashing, de social washing, c'est eux la barrière à ce qu'on produise ça chez République, parce qu'ils ou elles posent les bonnes questions. Ceci dit, ça demeure qu'il y a un écart entre le marketing et le développement durable. C'est pas les mêmes objectifs, puis c'est correct que ce soit. Mais il y aurait un intérêt profond à ce que les gens en marketing soient beaucoup plus formés sur les enjeux sociaux et environnementaux, et à l'inverse, pour être capable de catapulter le message et l'importance du message que les gens en développement durable ont à donner, parce que ces gens-là sont au courant de l'urgence qu'on vit actuellement. Je veux dire, la planète explose, puis il n'y a jamais eu autant d'inégalités. Donc, l'importance de ce message-là doit être communiqué nécessairement, et doit être communiqué avec un impact au niveau de la communication, je parle. Puis, pour moi, aujourd'hui, on attire deux types de personnes. Les gens qui sortent de l'école, qui ont des convictions, qui ne se reconnaissent pas dans le programme marketing et dans l'objectif de maximiser à tout prix les ventes d'une entreprise, peu importe ce que les opérations et la chaîne de valeur que cette entreprise-là a. Et on travaille avec des publicitaires d'expérience qui commencent à être vraiment tannés d'être dans ce modus operandi-là et de procurer juste des ventes pour procurer des ventes. Donc, c'est les deux types de personnes qu'on attire. Puis, pour nous, c'est ça le filtre. Si tu viens travailler chez République, c'est la base de pourquoi tu appliques chez nous. Puis, on s'assure que le processus de recrutement fasse en sorte aussi que c'est les personnes avec les plus grandes convictions qui finissent gagnants et gagnantes du processus, parce que ultimement, c'est cette conviction-là qui va amener les gens à transformer les organisations avec lesquelles on travaille. Donc, mais ça reste que je veux juste faire les jeunes aujourd'hui sortent de l'école avec beaucoup plus de conviction que jamais. Puis cette notion-là de compréhension des enjeux sociaux et environnementaux est beaucoup plus présente chez les jeunes qu'elle n'a jamais été. Moi, je veux dire, j'apprends beaucoup des nouvelles personnes qui rentrent chez nous, puis je trouve ça très fun. C'est une des raisons pourquoi moi, je continue à faire mon travail. Mais là, ce que je comprends, tu es à la recherche du baromètre des intentions, mais tu as le baromètre des convictions déjà chez République. Je dirais pas qu'on a un baromètre parfait, mais on a quand même un bon baromètre, dans la mesure où je pense que les gens qui s'occupent de passer le processus d'entrevue essaient de s'entourer de gens qui ont des convictions similaires aux leurs. Donc, il n'est peut-être pas parfait, mais il est quand même bon. Super. Je dirais que celui des guitares est parfait. Ah! Jonathan, après cette écoute, là, ça bouillonnait. Oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire dans les écoles de gestion. J'avais pas besoin d'entendre ça je le sais. Je suis content de voir que ça confirme qu'il y a de l'espace. Je le vois, moi, en parlant avec les étudiants actuels, qu'il y a davantage de volonté, davantage d'intérêt en place, mais au niveau de la structure d'enseignement, au niveau, on pourrait dire plus dans la vision systémique de l'enseignement, il y a encore du travail à faire. Puis malheureusement, l'enseignement de toutes les dimensions qui sont associées à la responsabilité socio-environnementale est encore très en silo, très compartimentalisé. Parfois, c'est relégué à un cours. Très souvent, c'est comme ça. Dans un programme, il va y avoir un cours ou quelques cours qui vont être sur cette question, plutôt que d'adopter de manière transversale cette thématique. Moi, les cours que j'enseigne un cours qui s'appelle « Marketing responsable ». J'ai hâte qu'il disparaisse, ce cours, pour qu'il devienne inutile, dans le sens où on aura fait dans tous les cours de la responsabilité marketing qui va faire que mon cours va être obsolète. J'espère que c'est des choses qui vont se développer rapidement. Mais ouais. C'est un enjeu, c'est des questions. L'idéologie capitaliste domine encore beaucoup.
Il y a beaucoup de travail à faire pour être en mesure d'y arriver, mais il y a du changement, il y a des choses qui s'en viennent. Ça se discute beaucoup dans les universités. Il y a les plans stratégiques qui se mettent en place. Il y a des choses qui vont évoluer, mais évidemment, un établissement universitaire, c'est un gros navire. Puis le faire tourner, c'est pas forcément toujours facile, mais il y a des choses qui arrivent, mais peut-être pas assez rapidement. Mais ça se développe. On parle de marketing et de développement durable, mais on s'entend que le développement durable devrait être le commun dénominateur de toutes les composantes de gestion en général. Les opérations, c'est la même chose. Là, je vous dis, il y a énormément de GES dans des opérations. Si les gens d'opération étaient mieux outillés pour optimiser pour les GES, ça transformerait les ressources humaines. On ne peut pas être plus dans un impact humain direct que des ressources humaines. Donc, c'est certain que pour moi, ce qui manque, c'est le fait de dissocier le développement durable de toutes les autres composantes des sciences de gestion qui est problématique et de d'autres sciences aussi, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on arrive en entreprise où c'est encore une fois aussi des silos. Donc, ça devrait être imbriqué dans tous les plans de cours de toutes les disciplines, je pense. Je voudrais bien ajouter un petit élément. Du côté des critères, en fait, nous, on a abandonné l'utilisation du terme de l'expression développement durable. On va plutôt vers des mots comme la sobriété, le mieux-être, faire moins, mieux, des choses comme ça, recréer. Un langage où on essaie de montrer le positif derrière ça, mais c'était juste je voulais juste mentionner le fait que le développement durable, à part quand on parle des pays en développement, justement, qui n'ont pas encore atteint un niveau de vie digne, nous, on fond de nos communications. J'adore le fait que vous êtes conscient que des mots, ça change une perception. Parce que souvent, tu sais, même moi, le mot consommateur ou cible, j'ai un profond malaise quand je l'utilise. Puis je pense que c'est parce que ma conscience a commencé justement à shifter. Puis si, tu parlais tantôt de marketing, c'est le bon mot, marketing. Ça devrait être mise en marché, ça devrait être des communications. Tu sais, il y a plein de choses, en fait, qui est très puissant puis qu'on n'utilise pas. De commencer à changer notre vocabulaire puis notre lexique. Puis aussi, j'avais, par rapport, on parlait tantôt du développement durable, d'avoir comme des cours en lien avec ça ou des départements en lien avec ça, puis il faudrait que ça soit plus, dans le fond, transversal, mais je pense aussi qu'on devrait prendre exemple sur le numérique. Tu sais, le numérique, on avait des départements numériques, on avait des postes, des gens de marketeurs numériques. Maintenant, aujourd'hui, si tu ne connais pas le numérique, tu es en communication marketing, you're 2000 and late. Je pense que le développement durable puis la sensibilité, ça devrait être un peu la même chose qu'on a fait avec le numérique. Donc, voilà. Le pouvoir des mots, justement. Un des mots qui vient être une solution, mais qui divise énormément, c'est décroissance. Décroissance qui est le partage des biens, qui est également le non-achat, on a-tu vraiment besoin, plus de biens, moins de liens. Est-ce que vous pensez que la décroissance a comme un besoin de rebranding? C'est un gros défi. Donc, comme je mentionnais, nous, on est beaucoup dans ces réflexions-là chez Équiterre. C'est sûr qu'on n'est plus du tout à l'époque du chaque petit geste compte. Maintenant, c'est de savoir comment rallier les gens pour qu'ils veuillent embarquer dans le projet de transition écologique sans qu'ils sentent qu'ils vont perdre quelque chose. Donc, on essaie beaucoup de réfléchir à comment valoriser le positif derrière ça, comment, dans le fond, tout ce qu'on va gagner avec la transition écologique. Là, on est beaucoup dans les tests de messages, donc je vais donner l'exemple de notre campagne qui s'appelle Pas de VUS pour moi, où on essaie de parler, on essaie de dire aux gens, non seulement c'est bon pour la planète, mais c'est bon pour votre portefeuille, c'est bon pour la sécurité de nos milieux de vie. C'est sûr qu'on essaie d'aller au-delà de l'environnement parce que c'est rarement juste ça qui va faire le petit changement dans les habitudes, mais c'est certain que plus la crise climatique s'accélère, plus elle s'intensifie, plus on est confronté à... Plus nous, en tant qu'organisme, on doit parler des enjeux qui dérangent vraiment le quotidien des gens ou qui vient bousculer l'identité même des gens. Là. Donc, que ce soit l'alimentation végétale, les modes de transport, c'est toutes des choses qui au final, doivent être revues. C'est là qu'on a le plus d'impact. Mais c'est aussi ça qui est plus difficile à faire passer en ce moment en termes de communication. Donc, toute la question de comment aborder la sobriété, la décroissance, je vais être très, très à l'écoute pour les réponses de mes collègues sur scène.
Décroissance. Moi, je pense qu'en soi, la décroissance, c'est pas un addon, puis ils ont appelé ça la décroissance. C'est parce qu'ils voulaient choquer. Tu sais, je ramène avec les stratégies de rupture pour que les gens comme, se réveillent et fassent comme, OK, c'est quoi, c'est la décroissance? Ah ouais, on va vraiment avoir moins d'argent, puis on va avoir moins de pouvoir d'achat. Tu sais, comme, je pense que ça évoque un imaginaire qui est différent pour vraiment nous amener à réfléchir à un monde. Puis, par contre, je suis de ton avis du fait que ça peut faire peur. Comme moi, j'ai rencontré des investisseurs, si je leur parle de décroissance économique, ils se posent des questions. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Puis, si on veut embarquer les gens, il ne faut pas dramatiser et nécessairement être alarmiste. Je pense que ça peut marcher pour certains acteurs. Mais je pense qu'ici, il faut amener des solutions. Puis, il faut montrer aussi que le monde de demain peut être très le fun aussi. C'est pas nécessairement de la privatisation. Puis là, c'est pas pour parler nécessairement du partage club, mais tu sais, pour moi, le partage club, c'est de consommer moins, mais c'est vraiment le fun, là. Tu vas faire plein d'amis dans ton quartier, tu vas dépenser moins, puis c'est très lumineux. Puis tu sais, il y a un documentaire qui s'appelle Tomorrow, je sais pas si vous l'avez vu, mais ça parle de plein de gens partout à travers le monde qui trouvent des solutions, puis c'est beau. Puis tu sais, ça va passer, puis j'ai des amis en production télévisuelle, puis je dis, hey, on fait une télésérie qu'on imagine le futur de demain. Il faut voir des films, il faut voir se faire avec les artistes, pour que la décroissance, en tout cas, le monde de demain, c'est pas genre, ah, c'est-tu plate, j'aurai pas 2 chars. Ah, c'est-tu plate, j'aurai pas 4 chalets. Ah, c'est-tu plate, je pourrais plus voyager à travers le monde. Non, il y a peut-être une autre façon de voyager, il y a peut-être une autre façon de rentrer en contact avec les gens, il y a peut-être travailler moins, puis d'avoir son jardin, puis prendre le temps d'être avec ses enfants, puis pas de faire un burn-out à 30 ans, ça peut peut-être être bien cool. Fait que moi, je pense qu'il y a une façon aussi de communiquer. On est des communicateurs. Il faut l'imaginer. On est des êtres qui ont besoin d'imaginer pour aller vers un but. Donc, il faut visualiser ce puis je suis peut-être un peu naïve et trop positive, mais pour moi, je suis très excitée de ce qui s'en vient. Je vais occuper l'espace pendant ce temps-là. C'est une superbe question. Une perspective que moi j'aime beaucoup dans cette idée de ralentir, de respirer, ben c'est entre autres de s'équiper d'outils qui se développent de plus en plus, qui sont par exemple associés à l'économie circulaire. Puis l'économie circulaire, ultimement, c'est 2 grandes choses. La première, c'est de produire différemment pour produire avec moins. Puis la deuxième chose, c'est utiliser différemment pour utiliser mieux et plus longtemps à chaque fois qu'on produit. Donc, c'est pas forcément la définition de la décroissance, parce que c'est plus complexe que ça, puis il y a des dimensions plus profondes, plus philosophiques qui sont associées à la décroissance, mais déjà d'être en mesure de penser une manière de produire qui va diminuer les intrants bruts qui proviennent directement de l'environnement, qui vont être davantage inspirés de la nature. On parle de plus en plus de biomimétisme, s'inspirer de la nature qui fait déjà tellement très bien les choses pour créer de manière plus optimale. Puis après ça, ben, trouver les manières de... Ça va aller? trouver les manières de faire en sorte que chaque fois qu'un bien soit en circulation, ben, qu'il le demeure le plus longtemps possible. Par exemple, diminuer, puis ça passe beaucoup dans la métanarrative qui est associée justement à l'accumulation, à la possession, qui est complexe, puis passer davantage de ça à une logique de contentement, à une logique où plutôt que de parler de la propriété individuelle, on parle davantage de partage, d'échange. Hein. Ces éléments-là sont tellement importants pour ramener une forme de ralentissement, de calme. Je pense que ça part par des intentions individuelles, encore une fois, d'être capable de se contenter de ce qu'on a, d'apprécier les choses qu'on a. Puis ça part aussi d'outils très importants que les entreprises pourront être en mesure d'utiliser pour générer de la valeur. Puis c'est ce que, quand je parle avec les entreprises, c'est de ça que j'essaie de parler, c'est de cette idée de dire, vous pouvez générer de la valeur autrement que par simplement produire plus. Il y a d'autres modèles qui existent pour faire en sorte que vous puissiez être un partenaire d'échange avec les consommateurs, en beau terme, avec la société en général, autrement que de juste produire toujours plus. Merci, Jonathan. Vincent. Désolé, depuis qu'il y a la COVID, on s'empêche de tousser. Ben moi, j'ai jamais adhéré au concept de décroissance parce que j'ai toujours trouvé que ça lançait pas le bon message aux citoyens en général, dans la mesure où
l'enjeu du vocabulaire est un enjeu qui est énorme. Quand je parle de décroissance, c'est un peu une utopie en réalité parce que démographiquement, on grandit. Donc, de penser qu'il y aura une décroissance, il faudrait qu'il y ait aussi moins d'enfants, puis qu'on soit capable de dépeupler un petit peu aussi, parce que ça, c'est un autre enjeu. Mais pour moi, ça lance pas le bon message. Mais quand l'autre fois, Fauque m'a dit, moi, je parle plus de sobriété, puis j'ai trouvé ça intéressant comme mot, parce que je pense que la sobriété, c'est plus accessible. Puis déjà, je peux décider d'être sobre pendant un mois, je peux décider d'être sobre pendant une semaine, je peux décider d'être sobre 3 jours par semaine, mais je peux décider de consommer d'une meilleure façon. Puis moi, je pense que c'est là où les gens doivent transitionner aujourd'hui. J'ai eu la chance d'avoir un enfant il y a 2 ans maintenant, puis ce qu'on achète pour un enfant, c'est ridicule. Le temps que ça dure. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi que le marché de seconde main pour les enfants ne soit pas la première référence de tous les parents aujourd'hui, que ce soit des parents qui ont des moyens incroyables, des parents qui n'ont pas de moyens, ça devrait être la même chose, ça devrait être comme ça qu'on consomme. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a cette notion-là d'avoir les bons réflexes au bon moment quand ça fait une différence, parce que ça fait aucun sens d'acheter des trucs qui durent 3 mois. Ou des fois moins même. Ouais, c'est ça. Si je peux ajouter un petit point aussi, on parlait de vocabulaire, puis là j'ai attrapé le mot consommation, puis maintenant je suis rendue, ça a l'air une experte de la mutualisation, en tout cas. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a frappée. On ne peut pas consommer des objets pour enfants. On ne peut pas consommer une chaise. On ne peut pas consommer des souliers de chaussures. On utilise. OK? Donc, on utilise une chaise, on utilise des vêtements. Puis c'est fou parce qu'on utilise le mot consommer. Tu sais, moi, je peux consommer du bon vin, d'avoir le bon vin. Ça se consomme. Mais si on devrait justement changer ça, utiliser la chaise, bien là, on vient de tomber on n'est plus obligé d'être dans la possession, en fait. Puis ça nous ouvre, tu sais, quand on dit c'est fort en termes de perception de où est-ce que ça peut nous amener, comment on va bâtir nos organisations de demain. Donc, je suis vraiment motivée à organiser un lexique des communications marketing, s'il y en a qui sont motivés pour pouvoir nous faire évoluer dans notre démarche. Voilà. Vraiment. C'est l'économie de la fonctionnalité que tu présentes en ce moment. C'est intéressant parce que la notion d'utilisation, c'est beaucoup utilisé en mobilité durable. Les utilisateurs, quand on parle de transport collectif, on utilise normalement les utilisateurs. Donc, je pense que une certaine... Usagers aussi, c'est très intéressant. Puis je pense qu'il faut être capable de faire des liens dans l'inconscient des gens, pour qu'ils soient capables de aussi faire des références à leur quotidien, à eux, parce que si on cherche la perfection chez les citoyens, on ne l'aura pas non plus parce que la marge va avoir l'air trop grosse. Pour certaines personnes qui ne sont pas du tout engagées aujourd'hui, il faut les engager avec des petites choses pour qu'éventuellement, ils prennent goût, puis après qu'ils voient l'importance que ça a. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, le vocabulaire est un grand frein aujourd'hui. C'est d'ailleurs un des plus gros enjeux de tout ce qui est ESG, développement durable, impact. Pour nous, c'est vraiment un casse-tête d'essayer de vulgariser ça pour les gestionnaires d'aujourd'hui. Le mot qui m'est venu en tête, c'est par rapport au territoire, de passer de propriétaire terrien à habiter le territoire, puis un peu la vision qu'on a versus celle des Autochtones, par exemple. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. On pourrait se faire un lexique là, de vocabulaire responsable. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle, donc j'ai envie, il y a plein de monde dans la salle, il y a plein de monde en ligne aussi, donc on serait rendu à prendre les questions des personnes qui sont présentes, puis celles qui sont en ligne, je vais les recevoir tout sur mon téléphone. Fait que Max, je te laisse gérer les gens en présence. Puis, Oui, bien sûr, bien sûr. Qui a une question? La dame ici qui a levé la main en premier. Bonjour, je m'appelle Emma et j'ai une question. Tout ce que vous dites fait énormément de sens, etc. Surtout à propos de former la nouvelle génération. Au vu des nouveaux rapports du GIEC, est-ce qu'on a le temps d'attendre que la nouvelle génération prenne la relève? Est-ce qu'on a le temps de mettre ces petits morceaux en place? Est-ce qu'on a le temps
de laisser le gouvernement décider à notre place. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'urgence et j'ai adoré tous les points, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait cette notion d'urgence dans vos mots. Est-ce qu'on a le temps? On n'a pas le temps. À mon avis, il y a les solutions un peu plus extrêmes. Les organismes environnementaux peuvent avoir tendance à se faire traiter d'extrémistes parfois dans leur communication. Surtout quand on veut sonner alarmiste, mais justement, d'une part, on n'a pas le temps, sauf qu'en même temps, quand on est trop alarmiste, on perd beaucoup de gens. Ça, c'est un constat que j'ai fait depuis que je suis équitaire, c'est certain. Mais d'autre part, je pense que c'est là que les moyens comme la réglementation, les interdictions, les incitatifs, les dissuasifs financiers aussi vont avoir un rôle important parce que quand on n'a pas le temps de changer les mentalités, à longue ça fait mal dans le portefeuille ou dans les restrictions carrément. Donc moi je suis de cette école-là parce que je la vois l'urgence, mais je ne sais pas si vous avez des avis différents. Ben, on n'a clairement pas le temps, c'est certain, mais pour moi, la question aujourd'hui, c'est comment on va réussir à convaincre les entreprises et les gens de transitionner. Puis, de mon humble avis, c'est pas en étant alarmiste, malheureusement. Je pense que ça prend des gens qui sont extrêmes pour être capables, justement, de parler à plus de personnes qui vont militer et qui vont en convaincre d'autres. Ça prend des ambassadeurs qui sont en maîtrise de l'urgence, puis qui comprennent l'urgence. Mais tu as mentionné le rapport du GIEC. C'est quoi tu penses de la notoriété du rapport du GIEC, même à des entrepreneurs aujourd'hui? Très faible. Moi, je ne peux pas parler de ça dans un pitch de vente. Il y a peu de monde qui savent c'est quoi, malgré le fait qu'on s'entend, c'est la base de l'urgence climatique. Donc, je pense qu'on reste sur c'est quoi la meilleure façon de transitionner, puis malheureusement, la vérité, c'est qu'on ne l'a pas trouvé encore. Puis ça, c'est un fait. Puis la recette parfaite, c'est pour ça que c'est bien d'être sur plusieurs fronts, puis d'avoir des gens qui sont plus commerciaux, puis des gens qui sont plus extrémistes. Puis je pense que comme l'inclusivité, c'est essentiel qu'il y ait une diversité au niveau des opinions. Puis aussi de la communication entre les fronts. On être capable d'apprendre à se parler puis de ne pas s'argumenter sur un vocabulaire peut-être qui est mal compris. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la web? Il y a eu... Ah, ok, ça va être... Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis étudiante en environnement et je travaille aussi dans le domaine de l'éducation climatique. Donc je voulais rebondir sur quelque chose qu'on disait sur la relève et est-ce que maintenant les étudiants sont plus sensibilisés à l'environnement, etc. Et moi, ce qui m'alarme actuellement, c'est que les étudiants en environnement ne sont pas du tout sensibilisés à la communication, c'est pas du tout quelque chose dont on parle, et même dans le monde du travail, dans les ONG, etc., on n'a pas du tout ces skills-là. Les gens sont nuls en communication, tout simplement. Donc moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous pensez qu'on rend ceux qui sont déjà sensibilisés au climat, qui sont déjà même peut-être experts dans cette science-là, des meilleurs communicateurs. Moi, j'ai une très bonne amie à moi qui travaillait en technologie, qui travaillait en communication marketing, puis elle avait des profondes valeurs. Puis à un moment donné, elle voulait faire un chiffre, puis elle regardait, avec son curriculum, elle avait fait 10-15 d'années. Les postes qu'il y avait en développement durable, c'était difficile pour elle de trouver. Fait que je pense qu'il va y avoir un travail à faire de comment on amène le monde en environnement, en communication marketing, comment le monde en communication marketing, puis ça se fait au niveau du recrutement, ça se fait au niveau des écoles, ça va se faire au niveau, mais il va falloir que cette passerelle-là se fasse, il va falloir qu'il y ait des lieux comme aujourd'hui. Je pense que c'est une super belle plateforme parce qu'il faut travailler ensemble. Puis je pense que l'environnement, puis le côté social, on l'a dit, c'est multidisciplinaire. Donc, il faut juste arriver à un commun langage pour arriver à communiquer, puis faire ces échanges-là, puis d'être ouvert d'esprit. Mais je pense qu'il faut que ça se fasse. C'est une bonne question. Comment on fait pour aider les gens en environnement à mieux communiquer? Peut-être une discussion à avoir un peu en focus après. Sarah? Oui, allô. Alors, Sarah Courcelle, je suis conseillère en communication à l'équipe du développement durable de l'ETS.
Puis ça fait quand même quelques années que je gravite dans le milieu du DD, puis j'ai toujours l'hantise qu'on s'adresse à des convaincus, tu sais, qu'on parle toujours entre nous. Puis je me demandais si la communication responsable, c'est peut-être pas justement un peu, ça s'inscrit pas dans ce même sillon-là, c'est-à-dire que on convaincra personne en fait. T'sais, les messages vont être entendus par des gens qui ont déjà des sensibilités en lien avec toutes les problématiques de développement durable, puis que finalement, la personne qu'on voudrait atteindre, qui n'a pas les considérations pour l'environnement, la société et tout, elle n'entend pas. Elle est pas, on la rejoint pas. Puis est-ce que, justement, il ne faut pas être subtil et essayer de demeurer dans le sillon principal, mais versé vers le responsable? Ou je ne sais pas si je suis dans le champ quand j'imagine ça. Je ne sais pas si ça va probablement pas répondre à la question, mais je pense que ça revient un peu à ce que je mentionnais tout à l'heure par rapport à une compartimentalisation de l'enseignement déjà au départ. Parce que ça a des ramifications plus grandes, mais à partir du moment où les cours qui sont associés à la responsabilité sont des cours en silo, éventuellement ils sont pris par des personnes qui ont envie d'aller dans cette direction-là. Puis il peut y avoir dans des écoles de gestion des étudiants qui sont dans 3 ans, 4 ans de curriculum peu exposés à ces questions-là parce qu'ils ne l'auront pas recherché naturellement. Donc la transversalisation, en quelque sorte, là, c'est le fait que la responsabilité devient une thématique commune à tous les cours, déjà au niveau de l'enseignement, les étudiants vont être obligés d'y être exposés, même si à la base, ils n'y avaient pas pensé. Pour moi, ça, c'est un des éléments qui, je l'espère, va faire partie des projets à long terme des universités, puis évidemment pas juste les universités. Je pense que c'est un peu tard, même si on commence à parler de ça à l'université. Les programmes collégiaux, secondaires, même primaires, devraient intégrer cette dimension-là pour que déjà il y ait de la pression qui monte vers le haut en termes d'enseignement, pour que les étudiants même trouvent aberrant que, par exemple, arrivé à l'université, on en parle très peu parce qu'ils en ont tellement entendu parler avant. Et ça peut être une autre manière de voir la chose. Pour moi, je pense que c'est un symptôme, ce qui est décrit ici, c'est un peu un symptôme de ce qu'on peut retrouver parfois au niveau de l'enseignement. Si je peux ajouter, moi, concrètement, au niveau du partage club, je ne sais pas, c'est Christelle, c'est ça? Ça, je suis complètement ailleurs. Désolée, Sarah. Nous autres, on s'est posé la question, quel bénéfice consommateur on met de l'avant à travers notre campagne de socio-financement. Puis j'aurais vraiment aimé ça, mettre l'environnement de l'avant, mais c'est un choix stratégique qu'on a fait. On n'a pas dit, on vient changer le monde en s'abonnant au Partage Club. On a dit, c'est l'application qui va t'aider à acheter moins. Puis on l'a pogné au niveau économique, mais nous autres, on est convaincus que les gens vont embarquer. Puis par la suite, on a des mécanismes qu'on veut faire pour les sensibiliser justement à leurs gestes, puis qu'ils en soient fiers, puis qu'ils invitent leurs voisins. Puis par la suite, j'ai même une amie qui est partie Proud Diamond, qui sont des diamants faits en laboratoire, qui sont beaucoup plus écologiques. Puis elle m'a dit, elles ont essayé les messages au niveau environnemental. C'est plate, là. Pourquoi les gens y achètent des diamants? C'est parce qu'ils coûtent moins cher. Puis après, ils sont comme, puis en plus, c'est écologique. Donc, je pense que, tu sais, quand tu disais, il y a une finesse à aller chercher, je pense qu'il faut aller chercher dans des bénéfices consommateurs peut-être plus court terme, puis tranquillement utiliser nos marques pour être justement un vecteur de changement puis de conscientiser pour agrandir l'impact. Je peux peut-être rebondir rapidement, en fait, juste pour... en fait, je vais dans le même sens que toi. Encore une fois, la campagne Pas de BUS, pour moi, qu'on a lancée tout récemment pour expliquer les impacts sur l'environnement des gros véhicules, mais dans le fond, les axes qu'on prend le plus, c'est ceux de la sécurité surtout la sécurité des enfants même, et le portefeuille, parce que c'est ce qui coûte cher, le gaz coûte cher, etc. Puis c'est dans un deuxième temps qu'on va avoir le petit, puis en plus, c'est écolo. Donc, je pense que ça, c'est ce qu'on s'entend qui semble être le plus efficace en ce moment. Je sais qu'il y a une question en ligne, peut-être qu'on pourrait au moins leur donner un petit espace avant. Rapidement, puis ensuite peut-être une dernière question dans la salle. J'en choisis une parce qu'il y en a plusieurs. Quelqu'un qui demande, est-ce que l'industrie des communications ne devrait pas se prendre en charge elle-même au niveau de former des gens, peut-être d'aller bypasser l'université? Moi, j'ai envie de répondre partiellement que c'est un peu ce que fait C3 aussi en ayant monté une formation sur la communication responsable, en réseautant les gens, en offrant ce genre d'événements-là, mais peut-être que vous avez d'autres choses à ajouter. 100%, nous, c'était essentiel. C'était une question de compétence, d'être capable de former les gens sur les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, au niveau d'une compréhension profonde de ces enjeux-là, pas juste en surface.
parce que après ça, quand on les traite en communication, il faut les comprendre. Puis à l'inverse, d'être capable de former des gens qui ont des études en développement durable sur l'ABC d'un bon contenu, d'une communication, puis c'est quoi, tu sais, on parlait tantôt, ça va rester que de développer ou de communiquer sur un produit, c'est une grappe argumentaire, c'est pas un seul élément. Puis c'est cette finesse-là qui est à avoir sur comment je fais pour convaincre la personne d'acheter le meilleur produit sur le marché qui va faire en sorte que son dollar va faire le plus de chemin possible pour avoir de l'impact. Puis, pour moi, c'est essentiel que les organisations prennent la responsabilité aussi de la formation. On formait les gens en marketing numérique, on les formait en plein de trucs. Aujourd'hui, il faut les former sur les enjeux et aussi les méthodologies qui nous viennent de la science du développement durable, parce qu'il y en a plusieurs qui sont très intéressantes, notamment la théorie du changement qui est très intéressante quand on veut traiter de changement de comportement dans des campagnes de sensibilisation. C'est une méthodologie de travail qui est très porteuse. Donc, d'être capable aussi de former sur les enjeux et aussi sur les méthodologies. Il y a 3 personnes, une question. Une seule question? J'ai une dame ici bien convaincante. Alors, merci beaucoup pour votre conférence. Je voulais vous laisser avec une petite souris avant que vous quittez la salle. Donc, je viens de recevoir des Marchetto, mon infolette à 12,31. Donc, le commentaire, pain aux courgettes sans gluten, c'est le titre de... Et après, vous avez une liste biologique. Vous avez les fruits et légumes, tomates, etc. Mais vous avez une petite signe de où l'origine de le légume ou le fruit s'en vient. Donc, le chou rouge, Québec, le acheté local. Donc, la communication de la provenance est inclue. Oui, et éco-responsable. À côté de tous les légumes, les fruits, vous avez d'origine 600 ici de Québec et 600 d'ailleurs. C'est Marchetto. Inscrivez-vous dans l'infolettre et surveillez tout ça. Ben, merci, on les salue, les gens de Marchetto qui nous écoutent. Oui? Oui, on avait une question depuis un petit bout de temps ici. Bonjour, Angélique Caillard, je me promène dans ce domaine du développement durable depuis quelques années. J'adore ce que vous dites depuis tout à l'heure, je bois vos paroles. J'ai une petite question qui est peut-être plus orientée à toi, Andréane, parce que, à vous, Équiterre, en fait, toute l'équipe, parce que vous faites beaucoup de lobbyisme auprès du gouvernement, en ce qui concerne les transports. J'ai été choquée dernièrement de voir une publicité en plein Berry-UQAM de la compagnie aérienne Flair Airlines. Le message était la compagnie qui pardonne les achats compulsifs. Moi, je suis extrêmement choquée de ce message aujourd'hui. On sait très bien que prendre l'avion, c'est hyper polluant. On a beau faire des efforts toute l'année. Un voyage en avion, ça fait bumper notre disons, empreinte carbone d'un gros coup. Aujourd'hui, les entreprises, j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie du tourisme d'affaires. Quand on vient en conférence à Montréal ou dans une autre ville, souvent on prend l'avion. Est-ce qu'on ne devrait pas militer pour avoir une loi qui oblige les entreprises, quand ils ont des voyages d'affaires, à déjà privilégier le train, quand c'est possible évidemment, et là je vais encore plus loin, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une loi qui donne un quota de voyages par avion pour chaque être humain en fait, qui serait relié au passeport ou quelque chose comme ça. C'est un peu extrême, je le sais, mais voilà, qu'est-ce que pense Équiterre de tout ça? En fait, il y a plusieurs éléments intéressants dans ce que vous avez dit. D'une part, c'est certain que tout ce qui fait partie du contenu des publicités, dans l'information qu'on donne aux consommateurs et consommatrices dans la société,
il faut faire attention. À mon sens, il faut le réglementer. Ça n'a aucun sens de mettre des publicités de véhicules dans une rivière. Ça ne va pas là, un véhicule, des choses comme ça. Il y a plein d'incohérences au niveau du contenu, des images qu'on met dans la tête des gens qui n'ont aucun sens. Donc, je suis très d'accord avec vous à ce niveau-là. Après ça, il y a différentes façons. On peut agir de différentes façons, par exemple en mettant une taxe après un premier voyage pour s'assurer de limiter les voyages en avion le plus possible, de valoriser le télétravail aussi pour réduire les voyages à faire, tout ça. En Europe, en France, je sais que c'est ça qui a été mis, ce que vous proposiez, là, donc de réduire les voyages en avion. Donc, quand il y a une alternative qui existe en train à moins de 3 heures, quelque chose comme ça, ben, il faut la prendre absolument. Donc, c'est plein de mesures qui sont super pertinentes et pour lesquelles on milite ici, disons, de manière adaptée avec le contexte québécois, parce qu'on a quand même un transport interrégional absolument inexistant, on pourrait dire, à part en automobile. Donc oui, en fait, on pourra en parler plus longuement, là, mais c'est toutes des questions qu'on se pose tous les jours. Il faut absolument changer ces pratiques-là. En fait, peut-être juste ce petit élément, il y a aussi un énorme mouvement contre les publicités des énergies fossiles en général. Équiterre a une pétition contre les publicités des véhicules à essence qui pourrait éventuellement être élargie sur d'autres dossiers, mais c'est certainement des choses qu'il faut sauver. Je vois Vincent qui me regarde. Avais-tu une dernière intervention avant le mot de la fin? On va ménager ta voix un peu. Dans tous les cas, moi, je veux dire, le législatif est toujours en retard par rapport à ce que le privé fait. Puis je pense que c'est normal aussi parce que le législatif ne peut pas se permettre de reculer, avancer, faire des essais-erreurs. C'est pas comme ça qu'on fait des lois. Donc, c'est normal qu'il y ait un certain retard. Après ça, moi, de mon côté, je pense qu'il faut amener, encore une fois, les entreprises et les gens à avoir le bénéfice d'être environnemental, donc de mesurer des GES, de prendre des engagements sur une réduction, une décroissance des GES, va amener les entreprises à moins prendre l'avion. Après ça, de mettre des quotas, pour moi, ça devient, de façon pratico-pratique, si on pense aujourd'hui aux politiciens et comment la politique est née, ben, c'est un suicide électoral. Donc, je pense que ça donne rien de penser à ça dans les faits parce que c'est pas une solution qui est viable, qui est possible. C'est possible, mais ça se fera pas. Fait qu'il faut penser de façon pragmatique comment on amène les entreprises à prendre moins l'avion en leur donnant une carotte au bout. Puis la carotte, bien, ça peut être la communication de dire, bien, si je suis capable de décroître mes GES, comment je vais le faire? Puis bien, l'utilisation d'avions pour aller signer un contrat à Toronto, c'est une bonne façon de décroître tes GES de façon très, très rapide. Là. Puis la bonne nouvelle, c'est que depuis, puis là, je pense qu'il y a une recrudescence des déplacements. Je pense que c'est surtout parce que les gens veulent se voir. Mais il y a une certaine efficacité aussi à ne pas se déplacer tout le temps. Donc, j'amènerais les arguments positifs avant moi, je ne suis pas beaucoup sur la théorie du bâton, malheureusement, mais je suis très ouvert à ces discussions-là parce que je pense que ça fait progresser la conversation en général. Je vous invite peut-être à rester, si nos panélistes peuvent rester quelques minutes, si vous avez d'autres questions, venir les voir. Ça peut virer en 5 à 7 à 1 heure. Pour conclure, je pense que je reprendrai les mots de Jonathan qui disait sur le marketing, mais je l'appliquerai à la communication en disant que peut-être que dans un avenir rapproché, en tout cas, on se le souhaite, qu'on n'ait plus besoin de parler de communication responsable, mais que ce soit de parler de communication point. Puis je vous remercie infiniment d'avoir été là. Merci à tous et à toutes. Jen, j'ai aussi une envolée inspirée. Là. Mais en fait, j'ai lu un livre récemment qui est What We Think About When We're Not Thinking About Climate Change. Puis une des conclusions de l'auteur, désolé Jen, mais c'est super intéressant, c'est que les gens ne changeront pas de comportement parce que c'est moins cher, c'est bon pour la planète, c'est bon pour leurs enfants, pardon. Ils vont changer de comportement parce que le voisin le fait.
Donc, c'est là de comprendre l'influence qu'on a tous individuellement, puis peut-être de ne pas être gêné de parler des initiatives éco-responsables que vous faites, parce que vous êtes ambassadeur de votre écosystème, puis vous le voyez, les gens autour de vous, vos amis, votre famille, qui finissent par prendre l'habitude que vous leur avez montré. C'est cet effet de masse d'entraînement-là qui peut créer, à un certain moment, un point critique, un point tournant, et là qu'on peut voir les choses s'accélérer. Ouf, fallait que je le dise. Puis les autres agences de com vont finir par faire de la com responsable parce qu'il y en a qui le font puis qu'ils veulent être dans la gang. Exactement. Merci beaucoup. Merci.